Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous emmène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Philippe Ligron, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Parlons Terroir. Nous sommes dans le canton de Neuchâtel en compagnie de Sonia Stéphane qui a laissé son mari Robert finir le boulot comme on dit. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors Sonia, on est où ici ? Alors ici on est à Lignières, donc dans le canton de Neuchâtel, sur le plateau d'Yès, on va dire, enfin sur un haut plateau situé, on va dire, entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, donc au pied du Chasseral très exactement. Et puis on est à 800 mètres d'altitude avec un léger climat montagneux, on va dire. On est chez vous, c'est pas par hasard. Vous savez qu'ici, on découvre tous les producteurs qui appliquent différents labels. Donc, le label qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le label Neuchâtel Vin et Terroir. Et vous êtes donc agricultrice. Exactement, oui. Avec mon mari, Robert, on exploite une exploitation agricole ici à Lignières avec principalement des chèvres laitières. Donc, on a un troupeau d'une bonne centaine de chèvres laitières et on transforme tout le lait sur l'exploitation en différents fromages ou les crus qu'on va vendre après dans différents magasins de la région. Alors souvent dans les exploitations agricoles, il n'y a pas qu'une sorte de production, on fait aussi d'autres choses. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous ou est-ce que vous êtes focalisé sur les chèvres vers lesquelles nous reviendrons tout de suite après ? Alors oui, on a différentes branches de production. Donc on a aussi des poules pondeuses, donc pour les œufs. On a quelques vaches allaitantes pour pâturer ou manger ce que les chèvres font un peu plus la fine bouche. Et puis on a encore des grandes cultures, du blé, du triticale, du colza, des pommes de terre, etc. Oui, il y a pas mal de choses. Donc ces produits-là, comme les pommes de terre, le colza, etc., ça c'est des produits que vous vendez, que vous n'utilisez pas, que vous ne transformez pas sur l'exploitation. Alors non, on ne les transforme pas sur l'exploitation. Sur demande, on peut vendre des pommes de terre. Ça se trouve pendant l'automne principalement. Mais après, plus ça part chez un grossiste qui nous achète notre production, tout comme le blé panifiable, etc. Les chèvres veulent passer au micro, hein. On commence à nous appeler. Vous parliez de vache allaitante. C'est quoi une vache allaitante ? Une vache allaitante, en fait, c'est une vache où on ne traite pas nous-mêmes, mais on laisse les veaux sous la mer jusqu'à ce qu'ils aient atteint. Alors chez nous, ils restent environ jusqu'à l'âge de 11 mois, où ils suivent leur mère au pâturage pendant l'été, où ils sont à l'intérieur, où ils ne sont pas séparés des mères. 11 mois, ça veut dire que les veaux sont sevrés ? Alors oui, vers les 11 mois, les mères, elles n'ont plus non plus énormément de lait. Ils mangent déjà bien de l'herbe, du foin, etc. en fonction de la saison. Bon, ils commencent déjà à manger autre chose que du lait, déjà à l'âge d'1 mois, même avant. Mais ils ont toujours ce complément de lait à volonté, pour autant que la mère, elle en produise encore. Une vache, ça fait combien de veaux dans sa vie ? Alors, une vache en bonne santé, elle peut faire 10 veaux, voire même 12 veaux. Nous, la plus âgée qu'on a eue jusqu'à l'année dernière, elle en avait déjà 15. Ces veaux que vous faites, c'est de la viande aussi que vous vendez à la boucherie ou est-ce que vous les vendez chez d'autres exploitants qui vont faire autre chose avec ? Alors, les veaux, c'est principalement pour la viande qu'on peut trouver chez nous sur l'exploitation, sur réservation, etc. C'est quelle race de viande que vous faites ? Alors nous, c'est des grises rétiques. Donc c'est une race Prospetierara qui est un peu menacée en Suisse. Donc c'est aussi un peu pour garder cette race qui est une vache un peu plus petite que les autres et très extensive. Donc on peut la nourrir facilement avec ce que les chèvres ne veulent pas manger. Et puis sans apport de céréales ou de maïs, etc. Elle arrive à produire assez de lait pour ses veaux. Vous parliez de Prospetierara qui est en fait une entité qui refait vivre des anciennes variétés, que ce soit végétales ou animales. Pourquoi on a délaissé ces races anciennes, ces races dites rustiques, comme les légumes oubliés du reste ? Pourquoi on les a oubliés ? À mon avis, le potentiel, il était peut-être un peu plus bas que les autres races. Potentiel, vous voulez dire la rentabilité ? La rentabilité et ce qu'on arrive...
qu'elles produisent était peut-être moins intéressant, surtout fallait toujours produire plus, etc. Et puis, par contre, dans certaines régions justement de montagne, c'est des races qui sont très très appréciées parce qu'elles sont un peu plus extensives. Et puis, on peut aussi se permettre de ne pas avoir une autant grande production qu'ailleurs. Alors, Sonia Stéphane, nous sommes ici à Lignières. Vous avez le label Neuchâtel Vin et Terroir. Qu'est-ce que ce label, entre autres, parce que vous en avez peut-être d'autres, qu'est-ce que ce label vous apporte et vous a apporté jusqu'à présent ? Alors, c'est un label, on va dire, de reconnaissance que le consommateur, il voit que c'est bel et bien de la région, que les produits viennent de la région. Donc là, c'est vraiment régional puisque le lait qui est produit sur l'exploitation est transformé sur l'exploitation. Et puis, pour produire ce lait, les animaux, ils sont vraiment alimentés avec tout le fourrage qui est produit sur l'exploitation. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est vraiment régional. Et puis, on arrive bien à montrer que ça vient justement de la région. Donc alors, vous avez les vaches allaitantes, vous avez les céréales, vous avez toutes sortes de produits dérivés, des produits de ferme, et puis il y a ces fameuses chèvres. Donc là, on est dans l'étable, vous n'avez pas l'image, vous qui nous écoutez, mais c'est absolument fabuleux. On a l'impression un peu d'être dans un conte de fées avec les petites vaches. C'est bien trié tout ça, vous les rangez tous les matins ou quoi ? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les petites chèvres d'un côté, les petits chevreaux de l'autre, il y a les boucs qui ont des cornes monstrueuses d'ailleurs. Et ces boucs, tous ensemble, ils se tapent pas dessus ? Alors en fait, on n'est pas pendant la saison de reproduction actuellement, donc ça pose pas de problème. On les sépare volontairement pour pas avoir de surprise quelconque, puisqu'en principe, la chèvre, c'est un animal qui est saisonnal. Et ça veut dire que les chaleurs, donc, pour qu'elles aient un petit, sont saisonnales. Donc en général, ça peut se dérouler entre début août et puis le mois de novembre-décembre. Pour notre choix, on décide de mettre les papas ou les boucs avec le troupeau mi-septembre pour après avoir les naissances au mois de février-mars. Mais pourquoi ça ? Parce que ça vous donne... Oui. Justement, c'est pour avoir du lait jusqu'à Noël, puisque les 2 derniers mois de gestation, la chèvre, elle porte 5 mois. Les 2 derniers mois de gestation, on leur donne un petit congé maternité, donc qu'elles puissent bien se reposer et subvenir à leurs besoins ainsi qu'à leur cabri. Et puis maintenant, ça laisse, on sépare aussi justement les papas des mamans maintenant, on va dire comme ça, les boucs des chèvres. C'est aussi pour avoir un peu plus de calme dans le troupeau. Et puis, c'est aussi un peu question d'alimentation, mais ils sont dans la même étable, séparés. Après, pendant la période de reproduction, on essaie d'éviter de mettre plusieurs ensemble parce que il y a de la jalousie, on va dire ça ça. Mais là, ça veut dire que si on mettait les boucs avec les chèvres, ce serait badaboum, il y aurait des petits qui arriveraient assez rapidement tout au long de l'année. C'est un peu le bazar. Pas forcément tout au long de l'année. C'est possible tout d'un coup qu'il y en ait l'une ou l'autre qui prennent, mais on est actuellement encore hors saison de reproduction. Donc le risque est assez faible, mais ce serait possible et c'est pas du tout notre but d'avoir des cabris toute l'année. Vous êtes arrivé à ce mode d'agriculture-là, labellisé, on l'a vu, Neuchâtel Vin et Terroir. Vous êtes agricultrice, j'imagine votre mari l'est aussi. Quel est votre parcours à tous les deux ? Comment vous êtes arrivé à reprendre ce domaine ? Alors en fait, l'exploitation, c'est l'exploitation de mes parents, voire même de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Ah oui. Donc ça fait des années, voire même des centaines d'années que l'exploitation est dans la famille, donc côté maternel. Et puis, pour moi, déjà depuis petite, c'était une évidence que je voulais continuer dans cette profession. Puis j'ai toujours aimé les animaux, m'occuper, me soucier d'eux. Et puis ensuite, avec le parcours professionnel, j'ai fait un apprentissage agricole, suivi par quelques études. Et puis après, c'était pour moi une évidence de reprendre l'exploitation ici avec mon mari. Mon mari, lui, il est aussi né sur une exploitation agricole. Il a fait la formation et ensuite encore fromager, ce qui nous complémente bien pour la fabrication de fromage, puisque tout le lait, justement, est transformé sur l'exploitation. Le métier d'agriculteur, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Alors pour moi, oui, tout à fait, puisque manger, il faudra tous les jours. Donc la nourriture, moi, je la préfère locale, puisque je sais exactement d'où elle vient, voire même nationale, on va dire niveau suisse, parce que certains denrées ne peuvent pas être produits chez nous, parce que, par exemple, question d'altitude, de pluviométrie ou de climat. Et
on sait ce qu'on produit en Suisse et ça c'est la chance qu'on a surtout en Suisse. On sait comment c'est produit puisque c'est très contrôlé. Alors Sonia Stephen, vous avez repris la ferme, l'exploitation familiale. Comment s'est passée cette transition? On sait qu'il y a longtemps en arrière, il n'y avait pas de souci puisqu'on mourait beaucoup plus jeune. Maintenant, je souhaite que vous ayez le plus longtemps possible votre famille et les générations précédentes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, un conflit où on est peut-être plus trop de chefs par rapport aux possibilités de l'exploitation? Alors dans notre cas, ça n'a pas posé problème puisque mon papa a rapidement dit qu'il voulait se retirer de l'exploitation lorsque j'avais fini mes études. De ce fait, il est parti faire autre chose. Et puis avec mon mari, on a pu reprendre sans autre l'exploitation, sans avoir, des conflits d'intérêts ou des conflits de génération. Donc on a eu de la chance qu'il nous a laissé une exploitation viable sur laquelle on continue et on crée de nouvelles bases pour la prochaine génération. On dit que l'agriculture, on disait juste avant que c'est un métier d'avenir. Est-ce que cet avenir, ça passe aussi par une transformation de sa production? On ne peut plus se contenter de produire et de vendre. On doit transformer aussi certains produits que l'on produit. Comme par exemple, vous transformez votre lait de chèvre en fromage de chèvre. Et c'est ma première question. Et puis une deuxième question, est-ce que les labels tels que celui qui nous intéresse, c'est-à-dire Neuchâtel, vin et terroir, est-ce que ces labels sont un atout pour vous dans votre vie d'exploitant agricole? Alors, à mon avis, on n'est pas obligé de toujours tout vouloir transformer soi-même. C'est un choix plutôt personnel et on a les deux modes de production qui peuvent les deux être viables, je veux dire en grande quantité où c'est la quantité qui fait la différence, ou alors en plus petite quantité où on essaye de transformer soi-même, mais sans oublier tout le travail qu'il y a derrière, qui est surtout pas à négliger. Et ça, je tiens à le préciser parce que c'est quand même, il y a beaucoup plus de besoin de main d'œuvre et de suivi. Donc après, c'est un choix personnel dans quelle direction est-ce qu'on veut aller. Pour ce qui est des labels, les labels, c'est très intéressant, mais il ne faut pas non plus, je dirais, en avoir trop. Parce que le consommateur, après, il a de la peine à se retrouver dans tous ces labels. C'est vrai, Neuchâtel vin et terroir, c'est intéressant, c'est régional, ça parle à tout le monde. Après, nous, par exemple, pour notre exploitation, nous avons aussi le label Bio Suisse. Donc, on suit les directives bio. Et puis, pour tout ce qui est des autres labels, actuellement, on n'a pas intéressé non plus directement, puisque on trouve qu'on n'a pas le besoin, on va dire, d'avoir 50 labels. Alors, puisqu'on parle de labels, on va focaliser sur le produit phare qui nous intéresse encore plus que les autres. Dieu sait si les autres nous intéressent, c'est le fromage de chèvre. Donc, vous transformez votre lait en fromage. Concrètement, ça se passe comment? C'est quoi du fromage? Alors, du fromage, à la base, en fait, c'était du lait. Donc, pour commencer, donc, on a la chèvre, elle est traite 2 fois par jour, le matin et le soir. Et puis, on récolte ce lait qu'on va transformer quotidiennement. Donc, tous les jours, nous transformons le lait frais. On n'a pas d'entreposage de lait plus de 12 heures. Donc, ça, on n'a pas sur l'exploitation. Et puis ensuite, pour arriver à un fromage, on y rajoute des ferments lactiques, donc des bactéries qui va nous donner aussi la typicité du fromage ainsi que de la présure qui va nous permettre de coaguler le lait pour avoir après un fromage qui correspond à ce qu'on aimerait. Suite à ça, on attend un certain temps donné en fonction justement de la fabrication que l'on veut faire. Et ces fromages sont, ou ce lait plutôt, après, une fois coagulé, il va être mis en moule et puis retourné, salé. Et tout dépend si c'est un fromage frais, il part après en chambre froide. Et à partir de 3, 4, 5 jours, il est prêt pour la consommation. Ou alors, nous faisons aussi du fromage à pâte mi-dure qui, lui, après, part s'affiner en cave pour 2 mois, voire même 6 ou 12 mois, en fonction du fromage que l'on veut. Vous parlez en cave, est-ce que c'est des caves spéciales pour le fromage de chèvre ou est-ce que c'est plus ou moins les mêmes températures que pour un lait de vache? Alors, c'est exactement la même chose que pour un lait de vache. Les caves, c'est exactement la même chose. Alors, merci Sonia, j'ai enfin compris
que l'origine même de la création du fromage viendrait de très loin. Ça viendrait de la route des épices et de la route de la soie, où ces marchands qui voyageaient en mettant leurs produits qu'ils vendaient et aussi leur nourriture sur des dromadaires, voyageaient dans le désert comme ça. Et comme ils avaient souvent de très mauvaises dentitions, ils se nourrissaient beaucoup avec de la nourriture liquide telle que du lait. Et on dit que ce fromage aurait été inventé un peu par hasard, car à force de mettre du lait dans des outres qui étaient faites avec des estomacs de veau, à une température, vous imaginez, dans le désert, et balancer régulièrement sur le dos des dromadaires, ça aurait créé le fromage. Et se serait rendu compte qu'en fait, le fromage, à l'origine, était un moyen de conservation pour le lait et permettait de garder le lait plus longtemps. C'est tout à fait plausible, en fait. Alors, c'est exactement ça, parce que boire du lait à longueur de journée, ça devient quand même, on va dire, difficile et surtout pour la santé, c'est peut-être pas la bonne chose. Voire, on s'en lasserait aussi très vite. De ce fait, c'est vrai que le fromage, c'est une très bonne méthode de conservation du lait et ça nous offre justement la possibilité d'avoir tout plein de produits différents à choix, on va dire, pour changer. Un lait de chèvre est beaucoup plus digeste qu'un lait de vache. Ça, il ne faut pas oublier. Ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Alors, je vous coupe, Sonia, excusez-moi. Pourquoi il est plus digeste? Il est moins gras? Alors, il est moins gras. Le lait de chèvre est moins gras que le lait de vache. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, les globules de protéines aussi sont différentes. Donc, ça permet d'être digéré beaucoup plus facilement. Des molécules plus simples. Voilà, exactement, ouais. Quels sont vos projets d'avenir, sans révéler tous vos secrets? Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir au sein de votre famille une grande transition, parce que vos ancêtres devaient être essentiellement sur la vache. Vous êtes maintenant sur la chèvre. Est-ce que vous continuez à vous poser des questions, à vous dire, tiens, et puis si maintenant on imaginait partir sur ça ou compléter avec autre chose? Vous avez des projets par rapport à votre exploitation agricole, ou est-ce que là, vous êtes gentiment au sommet de la montagne? Alors, c'est vrai que mes ancêtres avaient des vaches laitières. Mon papa a commencé avec des chèvres suite à la demande, on va dire, d'une voisine qui avait un enfant qui ne supportait pas le lait de vache. Justement, c'est ça, en fait, l'histoire principale. Pourquoi nous avons des chèvres? Alors là, je dis pour les bruits, pour nos auditeurs, il y a un bouc qui est en train de démonter la barrière, là. Il est en train de tout manger. Ça mange même du bois. C'est économe comme animal, ça. Alors, les chèvres, c'est vrai que c'est connu. Hein. Ça aime bien tout grignoter, tout goûter. De préférence, les fleurs de la maison voisine. Alors ça, c'est connu. Mais voilà. Après, ici, pour la petite anecdote, en fait, nos chèvres et nos boucs ont des cornes. Le petit inconvénient à tout ça, c'est que ça aime bien se frotter partout. Et des fois, ça fait un peu plus de bruit. Ou ça fait un peu des petits débris, mais c'est ce qui va avec. Mais notre choix s'est porté sur laisser des cornes aux chèvres, puisque pour nous, c'est un tout. Il y a beaucoup de proximité, j'ai l'impression en tout cas d'attention, de bienveillance autour de vos chèvres. Je vois qu'elles ont les anneaux obligatoires aux oreilles, mais sur chacune, il y a des noms. Alors exactement, nous, on porte une certaine importance sur une chèvre n'est pas seulement une chèvre. Une chèvre, ça a aussi sa personnalité. Donc, chaque animal chez nous, on va dire plutôt chaque caprin chez nous ou chaque bovin ou chaque vache a un nom. Et puis, c'est vrai que nous, on travaille principalement avec les noms et non avec les numéros comme elles sont répertoriées. Parce que pour moi, par exemple, c'est plus simple de retenir un nom qu'un numéro, je veux dire. Vous ne reconnaissez pas là, vous ne pouvez pas me dire le nom de celle-là, par exemple. Alors, il y a certaines où on reconnaît comme ça, telles quelles, mais après toutes, non. On n'arrive pas à toutes les reconnaître. Mais chacune sont différentes. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Ça veut dire que quand on va être parti, il y aura certainement un chevreau qui va s'appeler Philippe ou Francesca ou Dieu. Alors non, pas du tout. Vous servez un peu de ces moyens mémotechniques? Non, nos animaux n'ont pas de prénom. C'est tout des fleuves, des rivières, des régions, beau, des fleurs. Ça peut être des montagnes. Pour donner comme ça quelques noms, on a par exemple coccinelle, moustique, on a mouche, prime vert, forsythia, drôme. Voilà. Pas drôme. Non, sinon elle s'envolerait. Non, je rigole, c'est d'humour.
Il y a cette ambiance que vous créez autour de vos chèvres. On sent cette envie de vous faire plaisir en leur donnant des noms de fleuves, de rivières. Et puis il y a aussi ce phénomène où vos chèvres peuvent sortir et rentrer. Ça a aussi une incidence cruciale sur la qualité des produits du lait par exemple. Alors oui, exactement. Nos chèvres, elles ont, pendant la période de végétation, libre accès à un pâturage. Donc elles peuvent aller dehors, rentrer, sortir comme elles veulent pour aller manger de l'herbe, qu'on leur donne chaque jour de l'herbe fraîche. Après, c'est elles qui choisissent. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, où il fait très chaud, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus dedans. Elles sont beaucoup plus dedans que s'il fait un temps, on va dire, où il fait 15-20 degrés, où elles vont préférer aller dehors. Je veux dire, c'est comme nous. Nous, on aime bien être ici un peu au frais. Les chèvres, c'est exactement la même chose. Vous parliez des chèvres qui aiment bien être dehors et qui aiment surtout aller manger les fleurs des voisins. Vous avez eu des anecdotes, ça vous est arrivé d'avoir des chèvres qui aillent dévaster le jardin des voisins? Alors nous, on n'en a jamais eu puisque nous, l'exploitation, elle est au milieu des champs. Les maisons des voisins sont assez éloignées, mais on en entend beaucoup parler des personnes qui ont 2 chèvres dans leur jardin. Et puis, c'est les fleurs qui passent, quoi. C'est la chose qui fait le plus envie. Après, nous, question qu'elles sortent tout comme ça pose pas un problème. Après, un troupeau de chèvres, c'est pas la même détention que 2 chèvres. C'est clair. Sonia et Robert Stéphane, vous avez repris l'exploitation familiale. Est-ce que vous sentez derrière, j'imagine que vous avez des enfants, il me semble avoir vu sur la boîte aux lettres, est-ce que vous sentez déjà chez vos enfants la relève qui arrive là gentiment mais sûrement? Alors oui, on a 2 enfants, mais qui sont encore en bas âge. Ils ont 3 et 7 ans. Ah oui, c'est encore un peu jeune. Mais ça peut travailler la nuit après l'école, non? Non, il faut que le métier d'agriculteur, ça doit être avant tout une passion. Après, actuellement, ils sont les 2 à fond là-dedans. Mais est-ce que dans 10 ans, c'est toujours la même chose? Ça, c'est leur choix personnel. Et puis, nous, on ne force pas nos enfants à devoir suivre le même chemin que nous. Parce que, à mon avis, il faut le faire par passion et non par obligation. Sonia, encore une dernière chose par rapport à ce bien-être de l'animal. On l'a compris, une stabulation libre, des chiens à disposition, des petits noms d'oiseaux et de petits insectes et de rivières. Mais il y a encore une dernière corde à votre arc en termes de bien-être animal, c'est la musique. Alors oui, mon mari et moi-même, on apprécie énormément la musique, ou plutôt le folklore suisse, qui sont aussi nos racines. Et puis, c'est pour ça qu'on a donné justement le nom du chanteur du chasseral. Nous sommes au pied du chasseral et notre hobby ou notre plaisir, c'est le chant. Ça veut dire que vous allez nous pousser une petite chansonnette, là? Avec votre mari? Alors, on peut voir ce qu'on peut faire. Allez, on va retrouver Robert? Mais oui, tout à fait. On se chauffe la voix? Voilà, oui. Allez, c'est parti, concentration. Merci beaucoup. Nous, on vous retrouve tout bientôt pour d'autres aventures grâce à Régio Garantie. Et en attendant, passez une belle journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents.